Salut Alex, comment ça va? Salut Max, ça va super bien toi-même? Ben oui, tu m'entends bien, le monde, ils m'entendent bien aussi. N'hésitez pas à me faire un petit thumbs up quand vous êtes là. Euh, donc, on est aujourd'hui avec Alexandre Normandin de Je choisis Québec, courtier immobilier Remax, qui est aussi un bon ami à moi. Euh, je vais juste m'assurer qu'on est bel et bien en ligne, tout est beau. Alex, as-tu le temps de partager juste ta page à toi en passant? J'ai ma coordonnatrice qui est en train de gérer ça, donc j'espère que c'est en train de se faire actuellement. Non, fantastique, super. Donc, écoute, Alex, c'est un ami à moi de relativement longue date. On s'est rencontrés en Floride en séminaire. On est devenus amis à ce moment-là. Puis, tu es ma référence souvent à Québec. Quand j'ai des dossiers à Québec, j'essaie de t'envoyer ça vers toi. Puis, ça tombait d'actualité parce qu'il y a plein de clients présentement de Montréal qui songent à retourner à Québec. Fait que ça me fait penser à toi, aux articles qu'on a vus dans les journaux récemment qui parlaient à quel point le marché de Québec était rock'n'roll pour les acheteurs, un peu à l'image de ce qu'on voit à Montréal. Fait qu'on va parler, entre autres, de ça aujourd'hui, mais avant d'aller plus loin, parlons un petit peu de toi, Alex, qui tu es, d'où tu viens et un petit peu de ta vie de père, comment ça se passe? Bien, absolument. Donc, en quelques secondes, je suis courtier immobilier depuis 2008. Donc, je vais entamer ma 14e année comme courtier immobilier cette année. Je suis en affaires avec ma conjointe et associée, Raphaël Morin. Donc, on a créé il y a quelques années l'équipe Je choisis Québec. Donc, vraiment pour faire du communautaire et de l'immobilier spécifiquement dans la grande région de Québec. Donc, on est une belle petite équipe avec nos spécialistes acheteurs, Pierre-Olivier Côté et Sam Reed, notre coordonnatrice Claudel, notre adjointe Julie-Ève. Donc, on travaille fort pour vraiment livrer la marchandise pour notre clientèle. Good. T'es père depuis récemment. C'est drôle parce qu'il y a plusieurs courtiers qui m'appellent et me disent « Hey Maxime, comment tu fais pour être papa puis courtier immobilier puis avoir du succès? » Comment tu vois ça, la transition de courtier avec seulement ton chien puis à t'occuper puis de pas grand-chose à part t'entraîner puis t'occuper de ton animal de compagnie à père de famille? Comment ça se passe? Ben, je te pose la question, Max, comment tu fais? Parce que c'est de gros défis, les plus gros défis à date dans ma vie, d'être en mesure de pouvoir jumeler la vie personnelle, donc familiale avec ma conjointe, qui est ma partenaire, donc de ne pas faire, de tout mélanger ça, d'être capable d'avoir réellement des moments personnels puis des moments professionnels. Notre petit bonhomme, Émeric, qui a 2 ans et demi tout juste, donc avec qui évidemment, on veut passer un maximum de temps, on veut être avec lui, on veut l'aider à son développement dans le tapis. Donc, c'est de l'essai-erreur, je t'avouerai. Je suis un peu comme toi, Max, peut-être à moins grande échelle parce que tu es le gars le plus discipliné que je connaisse dans ma vie, mais je suis un gars discipliné aussi. Donc, on essaie de le faire avec discipline, mais c'est pas toujours facile. Ben, écoute, je te rassure, je suis un discipliné artistique. J'ai une rigueur dans ce que je fais, mais j'ai des règles flexibles dans le sens que je me sens pas contraint de faire des choses que je veux pas faire. Fait que j'ai une discipline, mais j'ai surtout une persévérance. C'est même, je le mets. C'est important. Alex, donc, ce qu'on voit présentement, le marché de Québec est vraiment rock'n'roll. Parle-nous un petit peu du contexte de ça. Est-ce que c'est récent? Parle-nous ramène-nous genre ce qui se passe depuis les derniers mois versus ce qui s'est passé dans les derniers 2 ans. Puis on peut parler de différents secteurs de Québec. J'ai Lac-Beauport, plein de clients qui s'en vont là, comme je te l'ai dit en pré-entrevue. Comment ça se passe le marché à Québec présentement? Absolument. Bien, si on recule juste de quelques années, nous, à Québec, on a vraiment atteint un sommet là, au niveau quelque chose qu'on avait de jamais vu, quelque part au 2e semestre 2012. Donc, on remonte quand même assez loin. Puis depuis ce moment-là, on avait un très beau marché à Québec, mais quelque chose de plutôt stable. Donc, de 2013 jusqu'à 2018 inclusivement, je te dirais, Max, on avait un marché où est-ce qu'on faisait, c'était sensiblement la même chose d'année en année en termes de nombre de transactions, en termes d'inventaire, en termes même de prix médian. La croissance était à peu près inexistante. Donc, c'était de l'ordre de 0 à 1 % de prise de valeur en 2013 et 2018. C'est en 2019 qu'on a commencé à sentir vraiment que le marché est en train de prendre un certain momentum. On a vu avec une prise de valeur médiane de 3 %. Et là, 2020, janvier, février, jusqu'au premier confinement, on savait déjà qu'on avait quelque chose. Il y avait déjà beaucoup d'activités dans le marché de Québec pour ces 2 premiers mois de l'année-là en 2020.
On s'est retrouvés confinés. Évidemment, on a eu la même réalité qu'à Montréal. Ça faisait beaucoup, beaucoup de vendeurs qui se sont retrouvés dans une situation très anxieuse parce que là, on avait vendu, mais on ne savait pas ce qu'on allait faire au niveau de la relocalisation. Et puis, ben, quand on a déconfiné fin avril, début mai, ça a été la folie furieuse et ça ne dérougit absolument pas. C'est un peu le portrait des dernières années, puis plus particulièrement des 10 derniers mois. Dans le fond, c'était-tu jamais vu, un peu comme quand je parle aux courtiers des Laurentides, du nord de Montréal, c'était-tu jamais vu pour la plupart des courtiers à Québec, un marché où la surenchère, les offres multiples, ça arrivait? Oui, tout à fait. Ben, écoute, encore plus vrai à Québec que dans les autres grands marchés comme Montréal ou encore les Laurentides, parce que très honnêtement, de l'offre multiple à Québec, on en voyait, mais c'était souvent dans le Plex. Et puis, au niveau de l'unifamilial, c'était de l'offre multiple très conservatrice. Là. Donc, on se retrouvait avec peut-être un concurrent, des fois deux. Donc, on parle de 2 ou 3 offres simultanées. Ça arrivait une fois sur 20. Alors là, de se retrouver dans un contexte où est-ce qu'on est souvent en compétition avec 6, 7, 8, 10, 12 autres acheteurs concurrents, définitivement qu'à Québec, là, même pour les courtiers avec beaucoup plus d'expérience, c'était du jamais vu. Dis-moi les tendances. Qu'est-ce que les gens recherchent le plus présentement à Québec? C'est quoi les mouvements qu'il y a? Sais-tu, il y a la Rive-Sud, il y a la Rive-Nord de Québec. Explique-moi un peu qu'est-ce que les gens recherchent, puis c'est quoi un peu l'atmosphère du magasinage des acheteurs, là. Absolument. Ben, surprenamment, moi, ce que je qualifie toujours des hot dogs, donc les propriétés, je te dirais, dans le secteur, dans le créneau de 200 000 à 350 000 Moi, tu m'as volé ça, le hot dog, toi. T'ai-tu pris ça à toi ou… Oui. Ben, je m'en excuse, t'as tes droits d'auteur, mais je l'utilise à outrance. Donc, le 200 à 350 000, ça, ce sont nos hot dogs. Ça a toujours été. Évidemment, ben là, la moutarde a levé encore un petit peu plus. Là, ce qui est très surprenant dans la grande région métropolitaine de Québec, donc j'inclus évidemment la Rive-Sud également là-dedans, c'est l'allure du marché dans le fameux 350 000 et plus, et même dans le demi-million, 600 000 et plus. C'était un marché qui était plutôt tranquille depuis de nombreuses années là, à Québec. C'était plutôt platonique. Et là, vraiment, avec des taux d'intérêt qui sont complètement écrasés, ben, il y a des acheteurs qui, d'habitude, auraient magasiné peut-être plus vers le 300 000 à 400 000 qui, là, peuvent se permettre d'étirer le budget parce que les paiements mensuels demeurent sensiblement les mêmes. Donc, on est très surpris, là. Donc, tu me parlais de Lac-Beauport, mais des secteurs très prisés, mais évidemment plus haut de gamme, comme le Grand Sainte-Foy, d'autres secteurs un peu plus huppés de Le Bourgneuf ou d'autres secteurs de Charlebourg qui sont un peu plus récents, qui étaient peut-être plus difficiles au cours des dernières années. Ben là, on a vraiment vu une recrudescence du côté de ces secteurs-là. OK. Je vais partager quelque chose de l'écran, Alex. Tu pourras commenter ça. Oui. Puis tu sais que je t'ai déjà préparé à ça, mais je vais te le partager. C'est un article qui est apparu dans le Journal de Québec il n'y a pas tellement longtemps. De plus en plus difficile de créer une propriété à Québec. Puis là, on parlait de surenchère, puis là, le monde disait que c'était monté jusqu'à 31 000 $ de plus. Peux-tu commenter ça un peu, cet article-là, voir au niveau des secteurs, où ils vont le plus fréquemment, les jeunes familles à Québec? Oui. Ben, commençons par le commencement, parce qu'évidemment, on le disait d'entrée de jeu, c'est du jamais vu ce qui se passe à Québec. Mais en même temps, il faut faire très, très, très attention à ce qu'on lit, à ce qu'on entend. On saute vite à des conclusions. Puis honnêtement, nous, comme courtiers immobiliers qui sommes sur le terrain, puis qui faisons l'effort de bien comprendre les chiffres, c'est pas aussi déraisonnable et aussi astronomique qu'on pourrait le croire. Parce que là, quand on parle de surenchère puis de payer plusieurs dizaines de milliers de dollars de plus qu'un prix demandé, encore faut-il se demander d'où ce prix demandé-là vient. Parce qu'il y a une stratégie derrière ça également, Max, puis tu le sais. C'est bien beau d'avoir un prix demandé, mais nous, comme courtiers immobiliers, qui sommes des stratèges, quand on sait qu'il y a énormément d'acheteurs au rendez-vous, puis un inventaire limité, entre ce qu'une propriété vaut réellement et un prix demandé stratégique pour créer un bel engouement, c'est deux mondes complètement différents. Donc, il y a ça beaucoup. Dans le fait de payer plusieurs dizaines de milliers de dollars de plus qu'un prix demandé, ça ne veut pas dire que parce qu'on paye 40 000 $ de plus, qu'on est en train de payer 40 000 de plus que sa juste valeur marchande. Donc ça, c'est un gros bémol que je veux amener aux acheteurs.
prenez soin de vous entourer d'un courtier spécialiste acheteur qui va faire ce travail-là, de vraiment statuer sur ce qui est la juste valeur marchande de la propriété pour ensuite de ça, avoir une idée beaucoup plus claire de ce que vous êtes en train de mettre en extra. Et c'est rarement des dizaines de milliers de dollars. Donc, il y a ça qu'il faut vraiment clarifier d'entrée de jeu parce qu'on entend ça, là, que cette folie-là, elle est complètement déraisonnable. Mais moi, je vous le dis, quand on fait l'exercice de bien déterminer la juste valeur marchande d'une propriété, on se retrouve avec quelque chose au final qui est beaucoup plus près d'être raisonnable qu'on le pense au départ. Puis pour ce qui est tu me parlais, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont un petit peu plus chauds que d'autres? Évidemment, c'est répandu partout dans la grande région de Québec, cet engouement-là. Les secteurs un peu plus centraux ont définitivement la cote. Donc, la couronne nord de Québec, qui est à proximité du centre-ville, et je te dirais jusqu'à 10, 12, 15 minutes de distance. Donc, les Limoilou, Charlebourg, les Rivières, Sainte-Foy, ça va très, très bien. Il y a des gens avec le contexte du confinement où est-ce qu'on a dû faire face à une nouvelle réalité qui est le télétravail puis avoir un environnement autant intérieur et extérieur qui nous plaise parce qu'on passe de plus en plus de temps à la maison. Bien, la couronne élargie, donc tout ce qui est la couronne de la Jacques-Cartier, donc Shannon, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Stoneham, Lac-Beauport deviennent des secteurs extrêmement prisés parce qu'on peut avoir cette proximité-là de la ville mais en ayant un charme fou à notre extérieur. Donc, il y a eu beaucoup d'engouement pour ces secteurs-là aussi. Donc, pour des raisons qui sont différentes, je te dirais qu'il n'y a pas ben de secteurs qui ont été laissés pour compte, Max. Dans les marchés qui sont en transformation, Alex, c'est tout le temps un défi en tant que courtier d'aller évaluer des propriétés, hein, parce que les prix augmentent rapidement, puis à un moment donné, on est les premiers à être surpris de comment ça se passe, comment ça se vit pour les courtiers à Québec qui doivent naviguer dans un marché qui souvent va plus vite même que ce qu'on peut imaginer en tant que courtier. C'est quoi tes stratégies que tu utilises pour bien inscrire au bon prix? Tout à fait. Ben, écoute, évidemment, je ne parlerai pas au nom des autres courtiers parce que je ne sais pas comment eux voient les choses puis comment ils font leur stratégie de mise en marché. Pour notre part, chez Je choisis Québec, moi, j'adore le contexte actuel. Je trouve que ça nous donne vraiment, je trouve que ça nous simplifie le travail en termes de statuer sur une juste valeur marchande parce que l'important, il faut surtout se déconditionner à ce qu'était l'ancienne méthode, si on peut dire, même si c'était juste il y a 1 an ou 2, qui était de déterminer ce qu'était la juste valeur marchande, d'aller se positionner légèrement au-dessus de ce montant-là pour évidemment faire en sorte que les acheteurs aient l'intérêt pour nous et que le vendeur, on se faisait un petit coussin de négociation. Là, actuellement, si on veut vraiment créer un wow, puis si on veut aller chercher le maximum pour nos vendeurs dans un contexte comme celui-là, c'est de faire un peu l'inverse. Statuer la juste valeur marchande et ne pas s'en éloigner. Soit rester bien assis sur cette valeur-là, peut-être même dans certains cas, venir se positionner légèrement en dessous et on va laisser le marché faire son œuvre, c'est-à-dire que c'est une question d'offre et de demande. Je vous garantis qu'on sait rapidement si on est dans le bullseye ou pas. Puis par rapidement, Max, tu le sais comme moi, là, c'est pas 2 ou 3 semaines comme on pouvait se donner comme zone d'analyse, encore une fois, il y a 1 an ou 2. On parle de 24 à 48 heures. Moi, si je pense avoir inscrit un hot dog et d'avoir fait un positionnement stratégique efficace et que je n'ai pas un nombre incalculable de visites dans les 24 à 48 premières heures, c'est qu'on est à côté de la traque. C'est aussi simple que ça. Bien, c'est intéressant. C'est la même chose à Montréal. Puis, je ne sais pas si c'est un défi pour toi en tant qu'arrivé dans un marché qui est en transformation, est-ce que le vendeur n'est pas habitué à ça? Il faut que tu l'expliques. Il faut que le client vendeur croit en la stratégie qui est optimale puis qu'il faut l'amener le plus d'argent dans ses poches possible. C'est vraiment, pour ma part, c'est de faire une stratégie de mise en marché efficace à un prix très, très conservateur puis laisser travailler le marché immobilier. Mais le marché immobilier, moi, je le connais. Je suis dedans tous les jours. Je lui fais confiance aveuglement. Je sais que si le marketing est bien fait pour la propriété, tu mets tout sur autopilote puis ça va partir. Puis une fois que tu as les offres d'achat, c'est là que vraiment le travail de négociation puis de bon choix d'offres d'achat va se passer. Mais vous, les clients ne sont pas habitués à ça. Comment ça se passe quand on rencontre client pour que tu lui expliques que maintenant, c'est ça la nouvelle réalité et la nouvelle façon de faire? Voilà. De mieux en mieux, Max, évidemment, tu l'as dit, c'était une stratégie qui n'existait pas à Québec ou très peu. Donc, il y a définitivement un enseignement qui doit être fait aux vendeurs. La meilleure façon de... Maintenant, le travail est facilité parce qu'on est capable de leur faire la démonstration avec d'autres succès qu'on a obtenus avec d'autres transactions.
Donc, moi, plus je suis en mesure de créer ce genre d'engouement-là et ce genre de résultats extraordinaires-là, bien évidemment, quand je m'en vais à une rencontre client-vendeur, donc une présentation d'inscription, on tombe dans le vif du sujet rapidement et je leur fais la démonstration de ce qui a été fait avec d'autres vendeurs. Puis je pense que c'est l'élément principal qui font en sorte que ces gens-là ont l'ouverture d'esprit de tenter de faire les choses de cette façon-là plutôt que de s'acharner à vouloir faire les choses selon une méthode qui n'est pas si lointaine, mais qui est déjà dépassée au moment où on se parle. Dis-moi donc, qu'on parle de surenchère dans l'article qu'on parlait là, c'est quoi une grosse surenchère pour Québec qu'on parle en financier, en argent? Oui. Qu'est-ce qu'on voit présentement? Puis, quelles sont les stratégies que les acheteurs et les courtiers mettent de l'avant pour arriver à mettre la main sur une propriété lorsqu'ils sont en offre d'achat multiple à Québec? J'imagine que ça peut ressembler à ce qu'on fait à Montréal. D'ailleurs, on a déjà parlé ensemble dans le passé. Comment ça se passe? Écoute, Québec, c'est pas Montréal, c'est-à-dire qu'on a une vision, comme je dirais, un peu plus communautaire. On parle souvent de grand village, mais on va plutôt dire communautaire. Ce que je veux dire par là, c'est que en termes de stratégie, on est peut-être un peu plus conservateur que ce qui est fait à Montréal. Donc, je sais qu'à Montréal, il y a plusieurs types de conditions qu'on peut enlever de nos offres d'achat pour alléger le tout puis se rendre plus alléchant auprès d'un vendeur. À Québec, on le voit de plus en plus parce qu'évidemment, on est en perpétuelle évolution puis il faut trouver des solutions pour se démarquer de la concurrence. Mais on est peut-être encore un peu plus frileux qu'à Montréal. Donc, là où je vais en venir, parce que je vais venir au montant, à l'aspect financier par la suite, mais en termes, évidemment, on parle toujours ce sur quoi on peut négocier, ce sont les dates. Donc, on a maintenant l'habitude peut-être de faire des clauses où est-ce qu'on va donner un peu plus de marge de manœuvre au vendeur pour cibler vraiment la date qui lui convient en espérant que ça puisse faire une différence. On parle d'inspection également. Ça fait partie des trucs qu'à Québec, on a moins tendance à vouloir écarter du processus. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des courtiers immobiliers qui vont faire entrer un inspecteur avant même d'aller plus loin dans le processus pour sécuriser l'acheteur et ensuite de ça, pouvoir proposer une stratégie sans condition d'inspection. Également, une panoplie de petits éléments qui peuvent faire une différence en posant les bonnes questions aux vendeurs. Et l'autre chose, tout est dans la présentation également des promesses d'achat de nos acheteurs. Quand on est en offre multiple, il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger qui est l'aspect émotif. Tu le sais, Max. Donc, de par là, évidemment, les acheteurs en ce moment ont les émotions dans le tapis, mais les vendeurs aussi. Donc, c'est d'aller voir qu'est-ce qui allume ces vendeurs-là dans le choix de leur acheteur, hormis l'aspect financier. Puis si on est capable d'amener des éléments concrets sur la table pour ces vendeurs-là qui puissent faire une bonne différence, bien, on le fait. Puis aussi, de faire des présentations qui sont wow, qui sont extraordinaires. Au niveau financier, Max, ce qu'on voit, évidemment, tu ne veux pas de pourcentage, tu veux plutôt en termes de chiffres. Ben là, il n'est pas rare maintenant que pour se démarquer avec une offre d'achat, qu'il faille aller à 30, 40, 50, 60, 70 000 $ au-dessus du prix demandé. C'est pas Montréal, parce que je sais que Montréal, des fois, on peut se rendre 200 000 ou dans ces eaux-là. Mais pour les gens de Québec, là, de devoir considérer mettre 40 ou 50 000 $ de plus qu'un prix demandé, c'est les ébranler avec 2 bons uppercuts. Écoute, la manière de leur expliquer, c'est que dans 2 ans, ça va être comme à Montréal, puis il va falloir mettre 100 000 et 150 000 de plus pour avoir la même propriété. Fait que c'est une bonne idée de commencer à se faire à l'idée tout de suite de ça, parce qu'évidemment, ça fait longtemps que jusqu'à le marché de Québec est sous-évalué. C'est une belle ville, il y a beaucoup de potentiel. Limoilou, ça fait des années qu'on parle de ça. Je viens de Québec, c'est pour ça que je parle, je viens de la rive sud de Québec, mais ça fait longtemps que je parle de ça. Limoilou, écoute, ça fait combien de temps qu'on parle que ça laisse développer ce secteur-là? Le monde ne voulait rien savoir de l'habiter là il n'y a pas si longtemps que ça. Puis c'était rendu un secteur qui est assez recherché. Très prisé, effectivement. Comment ça se passe? Y a-t-il beaucoup d'investisseurs extérieurs qui viennent jouer un peu la game de l'immobilier à Montréal, qui viennent investir, qui viennent faire de la conversion? Comment ça se passe? As-tu connaissance de ça? Puis quand je parle de l'extérieur, là, je ne parle pas nécessairement des acheteurs étrangers, mais du monde qui viennent d'autres centres urbains pour investir à Québec, pour développer à Québec. De plus en plus, mais la vérité, Max, ça, la réalité des investisseurs d'autres régions du Québec qui viennent vers Québec, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on le voit parce que tu l'as dit, puis ça peut pas être plus vrai que ça. Québec, c'est un grand et gros marché et il y a du rattrapage à faire. Comme je le disais tantôt, là, depuis 2012, nous, on a un marché qui, en termes
de prix médian, son évolution est très, très, très stable. Donc, on a définitivement du rattrapage à faire. On est un peu dans le même contexte. Je me souviens, moi, comme je le disais tantôt, j'ai commencé en 2008. Mais en 2002 et 2012, on était en train de faire un immense rattrapage de ce qu'il n'y avait pas eu tellement en termes d'activité dans les années 90. Ben, 2019, 2020, 2021, là, hormis le fait qu'on est en situation de pandémie, etc., il y avait à Québec un rattrapage à faire. Donc, oui, c'est alléchant pour les investisseurs qui proviennent d'autres régions. Puis c'est d'autant plus alléchant pour les gens de Québec. Ne négligeons pas là, les taux d'intérêt, comme je le disais tantôt, qui font en sorte que des secteurs, évidemment, un peu plus spécifiques à l'investissement immobilier, comme Limoilou ou le centre-ville de Québec, là où on trouve un peu plus de plex, ben, ça devient des options intéressantes tant pour les investisseurs locaux que d'autres régions. Le flip à Québec, c'est-tu quelque chose qui est très populaire? Oui et non. On en entend, je pense qu'on en entend plus parler qu'on le fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, parce qu'il y a des experts du flip qui mettent ça sur la sellette. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y en a qui se lancent, beaucoup qui ont des résultats mitigés au niveau du flip, donc ça a tendance à vouloir dégonfler la balloune un petit peu. Et donc, la réponse à ta question, c'est oui et non. Du flip, on en parle, on en voit, mais c'est pas ce qu'on voit à outrance non plus, généralement. Conversion en copropriété indivise, est-ce que c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus à Québec, qui se fait à Québec? Oui. Par contre, je t'avouerai, on recule. Moi, dans mes premières années de courtier immobilier, puis là, encore une fois, c'est une opinion personnelle parce que je suis moins penché sur la question, mais j'avais le sentiment qu'à l'époque, on le voyait plus. Puis à l'époque, justement, puis là, je ne veux pas induire personne en erreur au niveau des dates, mais la Ville de Québec avait instauré un moratoire venant compliquer un peu la conversion de copropriété indivise en copropriété divise, dans le souci, évidemment, qu'on ne se retrouve pas avec une pénurie de logements. Puis ça avait fait la job, c'est-à-dire que ça avait refroidi beaucoup les ardeurs des gens qui voulaient faire ce type de conversion-là. Puis j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas retrouvé le même momentum qu'on avait à l'époque. Donc, on en voit, on en parle, on a ce type de dossier-là à gérer à l'occasion, mais peut-être, je dis bien peut-être, en tout cas dans mon cas, assurément, mais peut-être un peu moins qu'il y a quelques années. Puis est-ce que quand les gens les acheteurs, en fait, parce que la copropriété indivise, là, il faut que tu aies un peu d'éducation à faire là-dessus pour que les gens le comprennent. Puis nous, on est passé cette étape-là à Montréal, là. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une grosse discussion à avoir jusqu'à temps que le marché rattrape toutes ces copropriétés-là puis que les valeurs n'aient pas vraiment d'incidence au niveau de la copropriété indivise ou divise à Montréal. À Québec, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui voit ça, qui n'en voit pas tous les jours, doit regarder ça d'un drôle d'œil en tant qu'acheteur. Exactement. Tu l'as dit, c'est pas Bon, évidemment, quand on connaît le processus, c'est un processus qui n'est pas si compliqué en bout de ligne, mais quand on part de zéro, c'est un processus qui peut nous apparaître assez lourd. Puis on a à gérer des institutions qui sont bureaucratiquement, on va dire, plutôt lourdes aussi. Donc, d'essayer de faire cheminer un projet d'indivision vers un projet de copropriété divise pour un novice, si on veut, là, quelqu'un qui commencerait ça à zéro, il y en a peut-être qui se découragent avant même de se lancer. Donc, j'ai tendance à croire que ceux qui le font encore, c'est des investisseurs peut-être un peu plus expérimentés, qui ont leurs contacts, autant au niveau des arpenteurs géomètres, puis peut-être même au niveau de la ville, puis au niveau de la régie, ou peu importe, mais des gens qui connaissent bien le processus, puis qui sont capables de répéter la recette pour se faciliter la vie. Moi, j'ai l'impression que c'est un terreau fertile d'investissement, la copropriété indivise. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient à Québec, Montréal, très populaire. Les gens se font une mauvaise compréhension de comment ça fonctionne. Je l'ai fait beaucoup pour moi-même, pour mes clients. C'est drôle, le notaire cette semaine dit, coudonc, Maxime, as-tu le monopole de l'indivise dans le secteur est de Montréal, puis j'envoie des dossiers à tous les semaines. Mais la copropriété indivise est un très bon mode de détention. Les gens ne vont plus vers la division présentement à Montréal, donc ils restent en copropriété indivise. Pourquoi? C'est qu'il y a un frais de parc maintenant. Il y a une taxe supplémentaire qui s'applique lorsque tu veux faire une conversion en copropriété divise. Il y a un frais de parc, il y a des taxes qui augmentent. Fait que les gens disent, écoute, on est bien en copropriété indivise. Il y a des avantages quand même, parce que c'est tout du propriétaire occupant. Tu ne peux pas louer ton unité qui est hypothéquée. 20 de mise de fonds, fait que c'est du monde qui ont plus de sous. Fait qu'il y a beaucoup d'avantages à la copropriété indivise maintenant, ce que les gens ne considéraient pas à l'époque.
Et moi, je le dis souvent à mes clients, t'as aucune. Des fois, je rencontre des clients, ils disent Maxime, je veux vendre ma propriété, il faut que je la convertisse avant. Je dis attends un petit peu, tu n'as rien à faire. Je peux arriver chez vous, prendre un contrat de courtage, mettre ta propriété à vendre, puis on fera le reste après, qui n'a rien à voir avec la municipalité ou quoi que ce soit. Puis corrige-moi, je me trompe, je ne pense pas qu'à Québec, tu as besoin de demander l'opinion à personne au niveau de l'administration publique si tu veux faire une conversion en copropriété indivise. Je ne pense pas. Je serais très étonné, mais à moins qu'il y ait un règlement supplémentaire qui m'échappe de Québec. A priori, là, je ne le pense pas non plus. Je vais me garder une petite réserve parce que je ne voudrais pas induire qui que ce soit en erreur, mais non, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à prévoir de ce côté-là. Puis, nous, je te dirais, là, parce qu'on a des secteurs un peu plus spécifiques où on va retrouver plus de copropriété indivise, puis c'est des secteurs très, très, très prisés à Québec, entre autres. Vieux-Québec, tu veux en avoir? Vieux-Québec, Montcalm, qui sont évidemment tous les secteurs là, tout près des plaines d'Abraham, qui sont de magnifiques secteurs, si on veut être dans l'action, puis avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la véritable vie urbaine. C'est exactement comme Montréal. Montréal, la copropriété indivise a commencé Outremont, a commencé Westmount, NDG, c'est là que ça a commencé, Plateau-Mont-Royal. Après ça, ça s'est étendu ailleurs, parce que Québec va avoir la même affaire dans une couple d'années. C'est plus achetable, il n'y a plus rien dans les marchés centraux, fait qu'ils vont commencer à splitter les immeubles en copropriété indivise. Mais c'est un créneau à explorer, Alex. Tout à fait. Ben écoute, je suis parfaitement d'accord au niveau du créneau à explorer puis à développer dans le futur. Puis évidemment, comme tu le disais tantôt, ici à Québec, il y a quand même un petit peu de... faut désamorcer la situation de la copropriété indivise parce que c'est quelque chose pour les acheteurs qui, des fois, ont tendance à être un peu frileux. Je te dirais même nous, les courtiers immobiliers, on semble avoir le réflexe que si on a privilégié l'indivise versus le divise, on semble vouloir aller un peu plus vers le divise. J'imagine parce que ça apparaît un peu plus simple pour tout le monde, mais définitivement qu'il y a un créneau là pour le futur. Tu le sais, avec les prises de valeur qui se présentent, ça va devenir une très bonne option. Oui, je te mets au défi de le mettre de l'avant. Moi, j'ai fait une belle carrière dans l'indivise. Puis je l'ai même fait pour moi-même, parce que sa meilleure façon d'apprendre en tant que courtier, c'est de le faire pour soi-même. J'ai toujours dit que nos clients ne servent pas de cobayes, ils nous servent à avoir notre expertise. Puis je me souviens à une époque, je disais, écoute, je ne sais pas comment ça marche l'indivise. Fuck it, j'achète un immeuble, je le fais. Je l'ai fait pour moi-même. Et puis c'est comme ça que j'ai développé un gros créneau d'indivise. Fait que j'ai un conseil à te donner aujourd'hui, quelque chose à te partager. Explore-le. Explore-le pour toi-même. Tu vas voir que c'est très simple. Puis quand tu peux le partager à tes clients, cette belle aventure-là de faire de l'indivision et tous les avantages qu'ils ont avec, encore une fois, s'il n'y a pas de contraintes, la Ville de Québec, saute à pieds joints là-dedans, c'est une belle aventure. Absolument. De toute façon, ce ne sera pas le premier défi que tu me lances au niveau des acquisitions et des ventes immobilières. Fait que ça sera un autre défi que je vais relever avec plaisir. Tu me donnes quoi? 6 mois pour m'embarquer là-dedans? 6 mois, faire ton premier projet indivise, 6 mois. C'est bon, parfait. C'est drôle, je fais des projets indivises. Présentement, c'est les caisses de Québec qui les financent à Montréal. En fait, je ne sais pas la réalité de Montréal, mais en termes au niveau des caisses Desjardins, entre autres, puis au niveau du notariat de l'indivision, on a des gens très ouverts d'esprit à Québec. Les notaires spécialistes en indivision, puis au niveau des caisses Desjardins, on a des gens définitivement très ouverts à ça. Donc, ça veut dire que tu me confirmes que si même des investisseurs de Montréal viennent vers Québec pour financer leur projet, ça veut dire qu'on est à la hauteur de la situation. Écoute, moi, j'étais investisseur immobilier, mais j'avais le temps d'aller à Québec, je me trouvais un projet indivise. C'est ce que je ferais comme projet. Évidemment, comme tu l'as dit, le secret là-dedans, il faut que tu aies un bon notaire proche de toi pour préparer tes conventions rapidement, une bonne caisse ou une bonne personne de ressources à la caisse que tu envoies tous les dossiers indivises. À partir du moment où tu as ça, là, ça se fait comme ça efficacement, puis il y a des belles transactions à faire là-dedans. Bon, je serai tes yeux et tes oreilles, puis tu pourras fournir le capital, Max. Ça me fait plaisir. Alex, écoute, merci d'avoir passé cette demi-heure-là ensemble. Je sais que tu as une belle formation qui t'attend pour tes UFC, les points de formation continue en tant que courtier immobilier. Oui. C'est ma dernière formation pour boucler la boucle dans cette section-là. Qu'est-ce que tu as pris comme formation, Alex? Comment? Qu'est-ce que tu as pris comme formation? Écoute, celle-là, tu voulais me piéger à la fin. Je ne sais même pas ce que je m'en vais me former. Écoute, je ne veux pas t'inventer rien, là, parce que là, j'ai en mémoire celle que j'ai faite dans les dernières semaines, mais celle-là... certificat de localisation. Elle est déjà faite, celle-là. Donc, non, ça va être quelque chose de nouveau, Max. Et Alex, merci d'avoir pris le temps de t'entretenir avec moi sur le marché de Québec. Les gens qui veulent rejoindre Alex, c'est assez facile. Hein? Tu es courtier chez Remax.
On va mettre tes coordonnées dans les commentaires de la vidéo. Donc, les gens pourront te contacter s'ils veulent faire un achat à Québec ou s'ils prévoient aller vers Québec. Comme tu sais, tu es ma personne de ressources souvent parce que tu es un gars aimable, facile, dévoué envers tes clients, qu'on a un peu les mêmes valeurs. Fait que je t'apprécie énormément. D'ailleurs, tu as passé un peu de temps à mon chalet avec ta famille cet été. Puis, drôle d'affaire, parenthèse, ta barouette, ta blonde, c'est une fille de Montmagny. Oui. Je connais son père qui était policier à Montréal. Je ne connaissais rien de ça jusqu'à temps qu'on me le dise. Hey, mon père, c'est telle personne. OK, le monde est petit. Fait que tout ça pour dire que le monde est extrêmement petit. Fait que merci, Alex, de t'être entretenu avec nous, c'est-à-dire, puis avec vous. J'espère te voir bientôt en personne. Puis, écoute, on a un défi pour l'Indivise bientôt à Québec. Exactement. Donc, même chose, j'ai hâte de te voir, Max. Un immense merci de m'avoir accueilli chez toi aujourd'hui parce que c'est ton projet, un super beau projet. Tu salueras ton frère David de ma part, puis un beau salut à toute ta crowd, à tout ton auditoire. Ça a été un plaisir. Certain. Bon week-end, hein? À vous autres aussi. Salut tout le monde. Bye bye.